Bonjour à tous, une vidéo sur les équations différentielles, donc du premier ordre uniquement ici, au service des sciences physiques et chimiques. Donc là, je suis en train de noter avec les notations plutôt utilisées donc en physique. Au-dessus, vous aviez les notations plutôt utilisées en mathématiques. Alors ce qui change, c'est simplement là le point en fait qu'on utilise en physique, qui veut dire donc la dérivée temporelle de ce qu'il y a en dessous du point. Donc à la place du g' en mathématiques, ici on va noter g point. Donc c'est une légère différence uniquement concernant la notation. Le facteur petit a va être remplacé ici par 1 sur tau. Alors pourquoi 1 sur tau? Parce que quand je regarde et que je fais une analyse dimensionnelle de cette équation, à g point qui s'exprime en l'unité de la grandeur physique par unité de temps, je dois ajouter la grandeur physique par unité de temps, d'où le facteur 1 sur tau devant g de t. Ce facteur tau va représenter une durée caractéristique de l'évolution temporelle de la fonction g de t, donc de la grandeur physique ici en ce qui nous intéresse. Et la constante que l'on note habituellement petit b en mathématiques, en physique, on a assez souvent l'habitude de noter grand K ou C. Ce sont les lettres qui sont usuellement utilisées en physique. On aurait pu aussi noter cette constante grand K sur tau. Là, il y a différentes possibilités. Alors, au niveau de la solution du type de cette équation différentielle, c'est la solution particulière plus la solution de l'équation sans second membre. La solution particulière, c'est assez simple, c'est lorsque la dérivée temporelle s'annule, c'est-à-dire que comme le second membre est constant, on va chercher une valeur constante de la grandeur physique concernée, et si on remplace g point par 0 dans l'équation différentielle au-dessus, on trouve bien que la solution particulière c'est k fois tau. Et la solution de l'équation sans second membre, ça vous avez un peu plus l'habitude en mathématiques, avec le coefficient grand A qui sera donc à déterminer avec les conditions initiales. Donc le grand A exponentiel moins t sur tau, c'est la solution de l'équation sans second membre. Alors si on regarde un petit peu les conditions initiales, à l'instant t égale 0, on a donc g de t égale 0, donc il prend une certaine valeur qui n'est pas donnée ici. Quand je le remplace dans la solution de l'équation différentielle, ça nous donne 4 fois tau plus a exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1, ce qui nous permet de déterminer la constante grand A, qui sera donc la valeur de la grandeur physique à l'instant initial, moins k fois tau, que l'on remplace dans la solution de l'équation différentielle, ce qui nous donne ici une solution un peu lourde à écrire, mais ceci dit, en sciences, assez souvent, alors assez souvent ça ne veut pas dire toujours bien entendu, donc il faut se méfier, on a la grandeur physique à l'instant t égale 0 qui peut être nulle, ça arrive quand même régulièrement, et si on a cette grandeur physique g à l'instant t égale 0 qui est nulle, à ce moment-là dans notre solution de l'équation différentielle, il ne va rester que le premier terme, c'est-à-dire g de t, qui sera égal à k fois tau, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc voilà ce que nous avons dans le cas particulier où la grandeur physique à l'instant t égale 0 est nulle. Si on en fait une petite représentation graphique de cette évolution temporelle de g de t, donc la fonction 4 fois tau fois 1 moins exponentielle moins t sur tau, le premier terme, le facteur qui est devant l'exponentielle, ça va nous donner la limite lorsque t tend vers l'infini en fait, donc c'est une asymptote ici horizontale, c'est-à-dire que cette grandeur physique va atteindre une limite au bout d'une certaine durée. Et cette certaine durée va être liée justement à notre constante de temps caractéristique tau. Alors on voit bien que pour tau, si on remplace dans g de t, t par tau, on va obtenir pardon, une valeur qui sera égale à 0,63 fois la valeur limite. Alors 0,63, ça fait que 63% de variation. Bon, c'est pas terrible comme grandeur finalement. On va plutôt prendre un intervalle un peu plus grand. Et on a comme habitude de prendre une durée caractéristique égale à 5 fois tau. C'est-à-dire que lorsqu'on a 5 fois tau, on a la durée du régime transitoire qui est effectivement terminée. C'est-à-dire qu'on a atteint la limite. Alors à quelques millièmes près, c'est-à-dire que 5 fois tau, ça représente plus de 99% de la variation de la grandeur. Donc on peut considérer qu'à ce moment-là, la valeur limite est atteinte, et on peut remarquer que cette valeur limite, finalement, c'est la solution particulière de l'équation différentielle. Ça, c'est le nouveau régime permanent atteint au bout de cette durée 5 fois tau. Bien, alors on va voir des exemples, notamment en sciences. Un premier exemple qui va être en mécanique. Cet exemple va consister à étudier la chute verticale d'un objet dans un fluide. Alors attention, ce n'est pas la chute libre, là on va tenir compte des interactions avec le fluide. Le fluide qui entoure cet objet, on va le considérer comme étant générateur de frottement de nature linéaire. On verra après ce que cela veut dire dans les écritures. Donc ici je représente un axe vertical orienté vers le haut.
La position donc, de l'objet à l'instant t égale 0, qui est noté z à t égale 0, qui correspond à une hauteur petit h par rapport au sol. Et là, j'ai considéré qu'il n'y avait pas de vitesse initiale, c'est-à-dire que l'objet était lâché à partir de cette hauteur petit h. On représente les interactions qui ont lieu donc ici donc avec la Terre qui est en dessous par l'intermédiaire du poids à un instant t quelconque. Les forces de frottement de fluide donc, que je caractérisais comme étant linéaires, c'est-à-dire proportionnelles au vecteur vitesse. Que l'on met tout ça donc en fonction du vecteur unitaire uz, c'est beaucoup plus pratique et ça évite des problèmes de signes par la suite. Et ici je fais l'hypothèse que la poussée d'Archimède est négligeable devant le poids, c'est-à-dire qu'on ne va pas exprimer donc la poussée d'Archimède dans cette chute verticale. À ce propos, vous pouvez regarder donc une autre vidéo sur la chute verticale d'un objet dans un fluide qui tient compte de la poussée d'Archimède sur la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. Donc ici, si on se place dans un référentiel galiléen, en considérant que la masse est constante, on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique qui nous dit que la somme des forces est égale au produit de la masse par le vecteur accélération, ce qui donne donc en remplaçant les forces par leurs expressions vectorielles et en aménageant un petit peu donc cette écriture, c'est-à-dire en projetant ici sur l'axe UZ, on ordonne un petit peu tout ça et on retrouve ici la grandeur physique concernée, c'est la composante du vecteur vitesse suivant z, et on trouve Vz point plus bêta sur m Vz égale moins g correspond à la constante grand K donc, de tout à l'heure, et bêta sur m, ça correspond à 1 sur tau, c'est-à-dire que tau est égal à m sur bêta. Donc si on regarde un petit peu donc, la forme de la solution, donc Vz de t, donc solution particulière, donc on va voir moins g fois tau pour la solution particulière, plus solution de l'équation sans second membre qui prend toujours la même forme ici, a exponentielle moins t sur tau. Alors c'est aussi assez pratique de prendre la constante tau, puisqu'on voit que dans l'exponentielle on a quelque chose de adimensionné, sans dimension, et on utilise les conditions initiales pour déterminer la constante grand A. Donc à l'instant t égale 0, ici on avait considéré qu'il n'y avait pas de vitesse. Le fait qu'il n'y ait pas de vitesse, quand je remplace t par 0 dans la solution de l'équation différentielle, j'obtiens que grand A est égal à g fois tau. On remplace tout ça dans l'équation différentielle. Finalement, on obtient donc Vz de t qui est égal à moins g fois tau, facteur 2, 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc si on compare, on retrouve une forme de solution qui ressemble beaucoup à la précédente, dont on peut donc en faire une représentation graphique. Alors l'idée c'est que quand on fait une représentation graphique, souvent on représente le premier cadran, ce qui est en train d'être fait là, et là on se rend compte qu'il y a un petit problème avec le premier cadran, puisque si on regarde un petit peu le facteur qui est devant l'exponentielle, c'est moins g fois tau, ce qui veut dire qu'en fait ici la vitesse limite aura une composante qui va être négative. Donc la composante négative, ça c'est un peu normal, parce que ici j'ai choisi un axe OZ qui est orienté vers le haut, alors que la composante de la vitesse ici est négative pour traduire le fait que le vecteur vitesse est orienté vers le bas. Donc si on reprend donc, les limites à 5 fois tau, on aura quelque chose qui va être supérieur à 99% donc, de la variation. Moins g fois tau, ça va correspondre à la vitesse limite. Alors attention, ici quand on dit la vitesse limite, je rappelle, c'est la composante du vecteur vitesse sur l'axe z, on a bien orienté tout ça, et Vz est bien une composante, et une composante d'un vecteur vitesse, c'est quelque chose qui est algébrique. Donc ici on a Vz qui va être négatif, ça n'est pas étonnant. Si jamais j'avais choisi l'axe UZ orienté vers le bas, j'aurais eu une composante positive et on aurait pu tracer tout ça dans le premier cadran. Alors, autre exemple qui suit donc ces équations différentielles du premier ordre, la charge d'un condensateur à travers donc, un conducteur ohmique de résistance R. Donc on prend un générateur, donc une alimentation stabilisée à tension de valeur grand E, un interrupteur K, un conducteur ohmique et un condensateur en série. Et à l'instant t égale 0, ce que l'on va faire, c'est qu'on va imaginer, donc on ferme l'interrupteur K. Donc on supposera que le condensateur est totalement déchargé, ça fera partie de nos conditions initiales. Et si on peut, donc à partir du moment où l'interrupteur est fermé, tracer donc une orientation pour l'intensité du courant électrique, ce qui va générer donc une orientation pour la tension aux bandes du résisteur, qui est égale à R fois I de T, convention récepteur pour la loi d'Ohm, et la tension aux bornes du condensateur qui est égale à Q sur C, donc ça c'est une relation de définition de la capacité du condensateur, et en écrivant la loi d'émail, on obtient donc E est égal à RI plus UC, et on sait donc par définition que I est égal à Q point, c'est-à-dire dQ sur dt, comme Q est égal à C fois UC, UC étant la tension aux bornes du condensateur, à ce moment-là, Q point est égal à C fois UC point, parce que la capacité du condensateur est une constante. On remplace Q point, qui est égal à I de T, dans la loi d'émail, ce qui nous donne donc E est égal à RC UC point plus UC. On met tout ça un petit peu en forme, c'est-à-dire qu'on va mettre la fonction dérivée en premier, UC point plus 1 sur RC UC,
est égal à E sur RC. Donc voilà effectivement notre équation différentielle donc du premier ordre qu'on peut reconnaître encore une fois, pour lesquels on peut poser donc le facteur donc 1 sur taux est égal à 1 sur RC, autrement dit taux égale RC, et la constante K qui est égale à E sur RC. Ce qui nous donne comme solution UC de t est égal à E, voilà, solution particulière, plus A exponentielle moins t sur taux, solution de l'équation sur seconde commande. On utilise encore une fois donc les conditions initiales pour déterminer A. UC à l'instant t égale 0, ben, si on a considéré que c'était nul, donc ici, on remplace t par 0 dans la forme de la solution, ce qu'on trouve donc E plus A, donc UC égale 0, attention, seulement si le condensateur est totalement déchargé à l'instant initial, c'est-à-dire avant la fermeture du circuit, ce qui nous donne ici que A est égal à moins E ou que E est égal à moins A, comme ce qui vient d'être écrit. On remplace et on a donc une forme de solution UC dt qui est égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. On remarque que cette forme de solution est strictement la même que dans le cas précédent. On trace effectivement donc le graphique. On voit que la valeur limite ici sera bien dans le premier cadran, ça sera E, c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini, on a bien UC de t qui tend vers E. On trace l'évolution qui est toujours de la même nature. On prend comme critère donc 5 fois taux, régime permanent atteint, c'est-à-dire régime transitoire terminé. Donc ici, 5 fois taux, ça sera égal à 5 fois RC. Troisième et dernier exemple dans cette vidéo, la décroissance radioactive d'un élément, c'est-à-dire qu'on va considérer ici donc un ensemble d'éléments radioactifs qui vont se désintégrer donc au cours du temps. On va noter donc n de t, la quantité de noyaux radioactifs à l'instant t, et on notera donc la quantité de noyaux radioactifs dt plus tard par n à l'instant t plus dt. Donc c'est le nombre de noyaux radioactifs qui restera effectivement donc dans l'échantillon. Alors évidemment, pour que tout ça soit valable, hein, il faut prendre des échantillons d'un assez grand nombre de noyaux radioactifs. On se pose la question donc de la variation de ce nombre de noyaux radioactifs. Donc par définition mathématique, d de n c'est n à l'instant t plus dt moins n à l'instant t. Donc ça c'est le nombre de noyaux radioactifs qui se sont désintégrés pendant donc, la durée dt. Ce qui correspond donc à la variation du nombre de noyaux radioactifs par rapport à l'instant t. Et on imagine bien que ici, ce nombre de noyaux radioactifs qui se sont désintégrés va être proportionnel à la quantité de noyaux radioactifs qu'il y avait à l'instant t. Donc ça c'est une première chose. Et que ce nombre de noyaux radioactifs sera aussi proportionnel à la durée pendant laquelle on va observer le phénomène donc, de décroissance radioactive. Donc proportionnel à la fois à n de t et proportionnel à dt, ce qui peut s'écrire dn est égal à moins lambda n de t dt, en considérant que lambda est une constante positive. À ce moment-là, effectivement, on a bien une variation du nombre de noyaux qui est négative, d'où le signe moins devant lambda. On arrange un petit peu tout ça, donc ça nous permet d'écrire dn sur dt est égal à moins lambda n, en d'autres termes, n point plus lambda n égale 0. Donc ici, on voit qu'on n'a pas de second membre. Par contre, on a toujours notre coefficient lambda qui est devant n, qui peut être égal à 1 sur taux. Taux est égal à 1 sur lambda, en d'autres termes ici. Ce qui nous donne comme solution n de t est égal à a exponentielle moins t sur taux. Donc pas de solution particulière parce que pas de second membre. Ce qui veut dire que le régime permanent, le nouveau régime permanent atteint, ce sera n égale 0. À l'instant t égale 0, on va noter le nombre de noyaux radioactifs n0, ce qui nous donne donc n de t est égal à n0 exponentielle moins t sur taux. Quand on trace cela, en fonction du temps, donc cette fois-ci on a une décroissance radioactive, on part d'un certain nombre de noyaux radioactifs qui ont tendance donc à diminuer au cours du temps, c'est normal, il y en a certains d'entre eux qui se désintègrent. La constante de temps qu'on voit, donc taux ici, donc, qui est égal à 1 sur lambda, fait qu'il va rester 37% du nombre de noyaux à l'instant initial. Ce qu'on fait en radioactivité, bien souvent, c'est qu'on détermine une demi-vie qui correspond effectivement à la durée pour laquelle le nombre de noyaux initial a été divisé par 2, donc à 0,5 T1,5. En fait, ici, on montre que c'est égal à taux ln de 2, assez facilement. Voilà, merci beaucoup.